Tout le monde embarque. Bienvenue à bord du vaisseau de croisière intergalactique. Ton billet comprend une visite du groupe local de galaxies, avec notamment la grande et la petite galaxie de Magellan, la nébuleuse d'Orion, les galaxies d'Andromède et du Triangle, et quelques surprises supplémentaires. Ton billet, s'il te plaît. Sache que tu pourrais ressentir un léger picotement lorsque nous passerons en hyperespace. Le vaisseau et tout ce qu'il contient subit un changement de phase dimensionnel. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les picotements disparaissent rapidement. Chers passagers, nous nous dirigeons vers la latitude galactique 180 degrés, le nord, comme les terriens ont l'habitude de l'appeler. Notre premier objet de curiosité sera une intense région de formation d'étoiles, connue sous le nom de M42, la nébuleuse d'Orion. Mais d'abord, une surprise spéciale du capitaine qui ne figure pas sur l'itinéraire annoncé. La nébuleuse de la tête de cheval. Elle se trouve à bâbord, c'est-à-dire à gauche pour toi. Son nom officiel est M43. L'étoile naissante au sommet de la tête de cheval crée un fort vent solaire et déforme le nuage nébulaire. Regarde-le bien maintenant, car dans quelques milliers d'années, ces gaz seront complètement soufflés par la nébuleuse stellaire qui a donné naissance à notre Soleil. Et oui, disparu à jamais, à l'exception des gaz nébuleux capturés par Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant, l'une de nos jeunes exploratrices pose une question. Que signifie le M de M42 et M43 ? Eh bien, le M signifie Messier. Il fait référence à Charles Messier, un astronome français du XVIIIe siècle. Il a publié un catalogue de 110 objets flous vus à travers l'un des premiers télescopes. La nébuleuse de la tête de cheval était le numéro 43 sur la liste. Nous verrons bien d'autres M en poursuivant notre visite. Admire plutôt, nous arrivons à la nébuleuse d'Orion. Les gaz de la nébuleuse peuvent sembler moins colorés que ceux à quoi tu t'attendais. C'est parce que nous sommes habitués à voir des clichés télescopiques à longue exposition et des photos retouchées conçues pour mettre en valeur les différents gaz de la nébuleuse. Nous suggérons d'utiliser la paire de lunettes teintées qui se trouve dans ton kit de vol, si tu veux améliorer ton expérience visuelle. Et c'est parti! C'est une bonne chose que nous soyons en hyperespace. Alors que nous nous approchons de l'amas d'étoiles du trapèze au centre, l'étoile brillante Θ envoie un vent solaire soufflant à 8 millions de km/h, qui sculpte tout ce nuage de gaz et de poussière, créant des ondes de choc qui compriment les étoiles proches. Θ est une méga-étoile, 200 000 fois plus brillante que le Soleil. Elle deviendra une supernova dans environ 1 million d'années. L'oxygène, l'hydrogène et le soufre brillent à l'état ionisé, comme une ampoule fluorescente. L'oxygène est bleu, l'hydrogène est rouge, le soufre vert, et la poussière brille en jaune orangé. Lorsque nous sortons de la nébuleuse d'Orion et que nous nous élevons au-dessus du plan galactique, les bras en spirale de la Voie lactée deviennent visibles. Notre Soleil, que tu ne peux pas distinguer à cette hauteur au-dessus de la galaxie, se trouve dans l'éperon d'Orion, qui se trouve entre le bras extérieur de Persée et le bras intérieur du Sagittaire. Tu peux remarquer que le centre de la Voie lactée arbore une barre magnétique étincelante qui joue un rôle essentiel dans la formation des étoiles. Plus de 70% des galaxies proches comportent de telles barres magnétiques. C'est le signe d'une galaxie mature. Seulement 20% des galaxies lointaines contiennent des barres magnétiques dans leur noyau. Au fait, chers passagers, le bar à jus est maintenant ouvert. Notre serveur, H1, va prendre vos commandes. Voici la galaxie d'Andromède, loin, très loin sur le côté bâbord. Mais permets-nous d'attirer ton attention sur les nombreuses galaxies naines, plus de 40 d'entre elles, qui peuplent notre voisinage galactique. Nous nous dirigeons vers l'une d'entre elles à présent, le Grand Nuage de Magellan. GNM, pour les astronomes, est une galaxie satellite naine irrégulière de la Voie lactée, contenant environ 30 milliards d'étoiles. Elle abrite une région de formation d'étoiles dynamiques, appelée la nébuleuse de la Tarentule, que nous allons traverser sous peu. Bien sûr, s'il y a un grand nuage de Magellan, il doit y avoir un petit nuage de Magellan, PNM. Le voilà, en dessous et à gauche de son grand frère. La Voie lactée finira par ingérer les deux galaxies naines. Certains préfèrent le terme accrété, mais le résultat est le même. Si tu utilises à nouveau tes lunettes teintées, tu peux voir que le GNM a arraché une énorme quantité de gaz au PNM au cours de leur interaction gravitationnelle pendant des millions d'années. Nous nous dirigeons maintenant hors de la Voie lactée à une distance d'environ 50 km/s,
c'est-à-dire 50 000 parsecs ou environ 163 000 années-lumière. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parsec? Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, sachant qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Le mot parsec est une combinaison de deux mots, parallaxe et seconde. La parallaxe est le décalage qu'un objet semble opérer lorsqu'il est observé de deux points de vue différents. En regardant un objet avec ton œil gauche, puis ton œil droit, tu verras que l'objet semble se déplacer. C'est la parallaxe. Lorsqu'un objet astronomique est photographié depuis la Terre, puis à nouveau 6 mois plus tard, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté du Soleil, le décalage est mesurable en degrés d'arc ou en minutes d'arc, en secondes d'arc et jusqu'à des millisecondes d'arc. Un parsec est une parallaxe d'une seconde d'arc, qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Comme tu ne peux pas vraiment mesurer une année-lumière avec une règle ou un mètre à ruban, les parsecs sont un moyen scientifique d'indiquer la distance d'une étoile ou d'un objet à l'intérieur de la galaxie. Plus la parallaxe est grande, plus l'objet est proche. Plus la parallaxe est petite, plus il est éloigné. Tout droit au cœur de la nébuleuse de la Tarentule se trouve l'amas d'étoiles R136. À une distance d'une année-lumière, il y a plus de 40 étoiles, ayant chacune une masse plus de 50 fois supérieure à celle du Soleil. En comparaison, on ne trouve pas une seule autre étoile à moins de 4 années-lumière de notre étoile mère. Ce qui est une bonne chose. Tu peux observer la supernova 1987A à environ 2 heures au-dessus de toi. Une étoile géante bleue a subi une implosion de son noyau, ce qui a donné lieu à une supernova de type 2, 100 millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle a laissé derrière elle une étoile à neutrons enveloppée de poussière et de gaz, ainsi qu'un feu d'artifice des plus spectaculaires. 1987A, dans le Grand Nuage de Magellan, est la supernova la plus proche de la Terre à s'être produite depuis l'an 1604. Elle a eu lieu au sein de la Voie lactée, à environ 20 000 années-lumière de notre planète, et on a rapporté à l'époque qu'elle avait été visible en plein jour pendant environ 2 semaines. Après que 1987A soit devenue une supernova, parce qu'il s'agissait d'une étoile géante bleue, les spéculations se sont multipliées sur le fait que l'étoile géante bleue Rigel, l'étoile du pied de la constellation d'Orion, pourrait bien devenir une supernova dans un avenir pas si lointain, à moins qu'elle n'en soit déjà là. Rigel se trouve à environ 860 années-lumière de la Terre. Donc, tout ce qui arrive à Rigel prendrait environ 860 ans avant d'être observé sur Terre. La supernova 1987A a éjecté des éléments lourds comme le cobalt, le nickel, le fer et des silicates plus légers dans la nébuleuse de la Tarentule où ils formeront les éléments de base de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Notre serveur propose à présent des collations sur le thème de l'espace. Pour les enfants, nous recommandons la barbe à papa façon Jupiter. Le prochain arrêt est la galaxie d'Andromède et ses environs. Remarque son halo, alors que nous laissons derrière nous la Voie lactée et ses 300 milliards d'étoiles. Pas moins de 150 amas globulaires résident dans ce halo galactique. Ils gravitent autour du disque et contiennent certaines des plus vieilles étoiles de l'univers. La façon dont elles sont arrivées ici, dans notre galaxie natale, fait l'objet d'études poussées. Tu remarqueras NGC 6822, une galaxie naine irrégulière à tribord. NGC fait référence au nouveau catalogue général des objets astronomiques. On pourrait penser qu'il y a eu un ancien catalogue général, mais ce n'est pas le cas. Il y a juste un nouveau catalogue. Il existe toutefois un nouveau catalogue général révisé auquel les astronomes se réfèrent régulièrement. Voilà qui clarifie les choses, n'est-ce pas? En passant devant NGC 6822, tu remarqueras une barre magnétique qui commence à se former et les taches brillantes de nouvelles formations d'étoiles. Cette galaxie a été découverte en 1884 par E.E. Barnard et est aussi appelée la galaxie de Barnard. Monsieur Barnard était un observateur astronomique hors pair. Un cratère sur la Lune porte son nom, un autre sur Mars, ainsi qu'une zone de Ganymède, la lune de Jupiter. Une planète mineure se dénomme également 819 Barnardiana, et l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel, l'étoile de Barnard. Peu de gens ont autant inscrit leur nom au firmament qu'Edward Emerson Barnard. En approchant de la galaxie géante d'Andromède, avec ses billions d'étoiles, nous passerons au-dessus de son bord ouest et visiterons l'une de ses compagnes naines de l'énorme galaxie.
M110 ou NGC 205. Oui, elle a aussi 2 noms. Tu n'as que l'embarras du choix. La première en son genre, une galaxie sphéroïdale naine d'environ 3,5 milliards de masse solaire. M110, ou NGC 205 si tu préfères, possède 8 amas globulaires près de son noyau. Elle sera aussi avalée ou accrétée par la galaxie d'Andromède. Elle a peut-être été déjà dépouillée d'une grande partie de ses étoiles et de son gaz, un point mis en évidence par l'absence générale de formation d'étoiles de M110. Et maintenant, notre dernier arrêt. M33, la galaxie du Triangle, la troisième et dernière galaxie spirale de notre groupe local. Située dans la petite constellation du Triangle, M33 fait environ la moitié de la taille de la Voie lactée. La galaxie du Triangle se trouve à 2,7 millions d'années-lumière de la Terre, mais elle est beaucoup plus proche de la galaxie d'Andromède et se déplace vers elle. Si les deux galaxies spirales entrent en collision, cela pourrait modifier la trajectoire de la galaxie d'Andromède et empêcher sa collision prévue avec la Voie lactée. Et maintenant, un message important. Nous servirons le dîner lors de notre voyage de retour sur Terre. Tu as le choix entre du poulet ou du poisson. Nous espérons que tu as apprécié le voyage. Et si tu remplis notre questionnaire et que tu nous mets 5 étoiles, tu pourras même avoir un dessert. Des dizaines de vaisseaux spatiaux et des centaines de sondes décollent de la Terre et se dirigent vers la sœur jumelle de notre planète, Vénus. Elle est de taille similaire à la Terre et pèse environ 80% de la masse de notre planète. Les températures y sont trop élevées pour les humains et on n'y trouve pas l'air que nous avons l'habitude de respirer. Mais nous y sommes allés car les scientifiques ont récemment trouvé des traces de phosphine, ce qui suggère que la vie pourrait s'y trouver. La phosphine est un gaz provenant de divers microbes et bactéries. L'humanité fait donc ce voyage pour découvrir cette potentielle forme de vie. Avec notre technologie, un vol vers Vénus prendrait entre 3 mois et demi et 6 mois et demi. Mais nous y sommes finalement arrivés. Des vaisseaux spatiaux atterrissent sur la planète. Et lorsque les premiers humains arrivent à la surface, ils voient des déserts brûlés par la chaleur, des lacs de lave et des geysers d'acide toxique. Et c'est tout. Les scientifiques ont mal calculé les données du radiotélescope. La phosphine n'a jamais existé sur Vénus. Alors on retourne aux fusées et on se prépare pour un plus long voyage à travers notre galaxie. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir pas moins de 36 civilisations similaires à la nôtre dans la Voie lactée. Elles pourraient abriter des organismes vivants complètement différents de nous, qui auraient des corps ou des yeux différents des nôtres et qui pourraient marcher et parler d'une manière très différente de la nôtre. Mais une civilisation avancée a plusieurs critères, des progrès technologiques et l'utilisation d'une communication développée entre les individus. Ces civilisations doivent donc explorer l'espace, construire des villes et être capables de communiquer entre elles en tant qu'espèces indépendantes. Observons notre galaxie et tentons d'identifier ces mondes civilisés. La Voie lactée est une spirale de 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Si une étoile naît à l'une de ses extrémités lors d'une explosion surpuissante, la lumière de cet événement n'atteindra l'autre extrémité que 100 000 ans plus tard. Il y a environ 100 milliards d'étoiles et près de chacune d'elles, il y a peut-être des mondes similaires à notre système solaire. Essayons de trouver ces mondes habitables à l'aide de filtres géants. Tout d'abord, cherchons des étoiles contenant beaucoup de fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite pour le développement de la vie. Et le fer présent dans le système stellaire aidera à former les noyaux des planètes qui accueilleront une autre civilisation. En passant la Voie lactée au filtre, on peut voir qu'il y a trop d'étoiles qui correspondent à cette description. C'est pourquoi nous avons besoin d'un autre filtre. Maintenant, trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil dans cet amas. L'étoile doit être environ 100 fois plus grande que la Terre et 333 000 fois plus lourde. Un critère important est l'âge de l'étoile. Lorsqu'une étoile vieillit, elle commence à se dilater et se transforme en géante rouge. À ce moment-là, elle peut absorber les planètes qui l'entourent. La vie d'une telle étoile peut se terminer par une énorme explosion qui détruit tout ce qui l'entoure. L'étoile que nous recherchons doit donc être relativement jeune. Utilisons à nouveau notre filtre. Il y a moins d'étoiles, mais encore beaucoup quand même. Maintenant, concentrons-nous sur les planètes. Elles doivent se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Pas trop près d'une étoile, car la température serait alors trop élevée pour que la vie puisse naître. Mais pas trop loin non plus, sinon la planète ne serait alors qu'un bloc de glace sur lequel rien ne vit.
La température de la planète doit permettre à l'eau de rester liquide. Un autre critère est l'âge de la planète candidate. Il faut du temps pour qu'une civilisation avancée se développe. D'après l'expérience de la Terre, les scientifiques pensent qu'il faut au moins 4,5 milliards d'années pour qu'une forme de vie évolue jusqu'au niveau humain. Nous recherchons donc des planètes similaires à la Terre ou plus anciennes. Nous utilisons notre filtre une dernière fois et voilà, nous avons 36 mondes où une civilisation avancée est possible. Les scientifiques ont mené cette étude et l'ont publiée en avril 2020 en se basant sur ces mêmes critères. Il ne reste plus qu'à découvrir ces civilisations et à établir le premier contact. Nous pouvons détecter une telle civilisation en analysant les ondes radio qui en proviennent. Supposons qu'il y ait une planète A sur laquelle se trouvent des organismes vivants primitifs. Des millions d'années d'évolution et ils deviendront une civilisation avec une technologie avancée. Les ondes radio seront leur moyen de communication. Ensuite, la planète entière émettra des ondes radio comme une étoile émet de la lumière. Et ici, sur Terre, nous pouvons capter ce signal avec des antennes pointées vers l'espace. Mais il y a un problème avec la distance entre les planètes. Mettons que la planète A se trouve à 1000 années-lumière de la Terre. Lorsque la planète A commence à émettre des ondes radio, ces signaux ne nous parviendront que 10 siècles plus tard. Nous avons appris à émettre et à recevoir des ondes radio en 1895. Et si la civilisation de la planète A a émis un signal radio au même moment, nous ne pourrons pas capter ce signal avant 2895. Il en sera de même sur la planète A. Nous avons envoyé un message sous forme de signal radio dans l'espace en 1974. Dans ce signal, nous avons encodé notre système de chiffres, l'ADN humain et des informations sur notre système solaire. S'il y a une civilisation avancée sur la planète A, elle ne pourra recevoir ce signal qu'en 2974. Et nous devrons attendre un autre millénaire pour obtenir une réponse de leur part. Un autre problème avec les ondes radio est qu'elles ne ressemblent pas à une lueur constante sur la planète, mais à une éruption. Les ondes radio ne sont utilisées qu'à un certain stade de la civilisation. Au début, c'est la principale méthode de communication, mais ensuite, nous commençons à utiliser les téléphones portables, la télévision par câble et la fibre optique. Et à mesure que la technologie progresse, la lumière des ondes radio commence à s'estomper. Il ne nous reste donc qu'environ 100 ans d'utilisation active de la radio par la civilisation pour la trouver. Un jour, nous avons capté un étrange signal radio d'origine inconnue. Ses caractéristiques suggéraient que ce signal avait été créé artificiellement, peut-être par une civilisation de l'espace ou un vaisseau spatial de passage. D'autres recherches sur ce signal n'ont donné aucun résultat, ce qui a donné lieu à de nombreux débats et théories sur ce qu'il était vraiment. Il aurait pu s'agir d'un signal provenant de la Terre et réfléchi par un satellite volant dans le ciel. Ou cela aurait pu être les traces d'une comète située à quelques années-lumière. Mais supposons que c'était une civilisation de l'espace, l'une de ces 36 qui existent probablement. Maintenant, nous devons entrer en contact avec elle. Nous jetons donc nos bagages dans une fusée et partons en direction de la planète supposée. Nos fusées peuvent voler à 28 300 km/h. Cela signifie qu'une fusée pourrait traverser la largeur des États-Unis en seulement 8 minutes. Mais même si une civilisation avancée vivait près de notre étoile la plus proche, Proxima Centauri, il nous faudrait environ 73 000 ans pour y arriver. Et même à la vitesse de la lumière, cela prendrait 4,2 années. Nous devons donc d'abord résoudre le problème des voyages interstellaires. Nos scientifiques prévoient d'atteindre environ un quart de la vitesse de la lumière au moyen d'un laser. Un puissant rayon provenant de la Terre poussera une sonde microscopique dans la bonne direction. Cette sonde pourrait atteindre notre destination en 17 ans environ. Et dans 4 autres années, lorsque le signal qu'elle émettra atteindra la Terre, nous saurons s'il y a une civilisation avancée. Une autre possibilité pour voyager plus vite que la lumière est la métrique d'Alcubierre. Le vaisseau spatial devrait comprimer l'espace devant lui et l'étirer derrière sa queue. Nous pourrions alors atteindre n'importe quel point de l'univers en quelques secondes, littéralement. Mais un tel voyage reste un fantasme pour nous. Nous pouvons peut-être nous rendre dans différents coins de l'univers grâce à des trous de verre. Ce sont des raccourcis semblables à des tunnels. Mais il y a un problème. Ces trous de verre pourraient se trouver à l'intérieur de trous noirs. Ce sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si denses que même la lumière ne peut pas s'échapper de leur piège. Nos vaisseaux spatiaux ne supporteraient pas non plus la tension. Il existe aussi une théorie selon laquelle la Terre est unique car elle est née dans des circonstances totalement accidentelles. Il y a 4,5 milliards d'années, notre planète était un bloc de lave qui commençait à refroidir et à se solidifier.
Mais sa tranquillité a été rompue par le passage d'un astéroïde de la taille d'une planète entière. La collision s'est produite à un angle tel que la Terre n'a pas été complètement détruite, mais une partie de l'astéroïde est restée dans notre orbite. Ce rocher lourd, près de notre planète, a stabilisé la rotation de la Terre, et l'interaction gravitationnelle avec le débris géant a provoqué le réchauffement de notre noyau. De plus, l'astéroïde a apporté beaucoup d'eau sur Terre. Une telle collision est extrêmement improbable, aussi improbable que de gagner à la loterie plusieurs fois de suite. À ce jour, nous n'avons aucune raison de croire que la vie dans l'espace existe, tout comme nous n'avons aucune raison de croire qu'il n'y a pas d'autres civilisations avancées dans l'univers.